professeur Lejeune et professeur Pruvot. Vous allez nous parler de quelque chose d'assez impressionnant, qui est, je ne sais pas si c'est unique ici à Lille, mais enfin en tout cas autour de l'IRM et du bloc opératoire. Alors c'est monsieur Lejeune qui intervient d'abord, et qui est neurochirurgien, que nous connaissons bien, au CHU de Lille, et puis Jean-Pierre Pruvot. C'est difficile de ne pas le connaître. Dès qu'on fait quelque chose, on parle de Jean-Pierre Pruvot. Donc voilà. Mais vous interviendrez aussi après, en binôme. Hein. Alors voilà, on a dit 10 minutes, hein, à peu près 10 minutes, pas beaucoup plus. Allez-y, monsieur. Merci. J'ai préparé cette communication avec Jean-Pierre Pruvot, ce qui ne change pas nos habitudes, puisque nous sommes complices depuis très longtemps. Et c'est au nom de toute l'équipe qui utilise cet outil d'innovation que je vais vous présenter que je vous fais cette présentation. Alors nos collègues radiologues nous ont, au fur et à mesure des années, gratifié d'images de plus en plus précises. Vous connaissez bien l'IRM, qui elle montre l'anatomie, elle montre où est la tumeur. Et puis de plus en plus maintenant, avec les progrès de l'imagerie, on peut même deviner en dessous de la surface du cerveau le cheminement des différents faisceaux, et en particulier dans cette observation, le cheminement des radiations visuelles pour opérer cette jeune femme qui présentait une tumeur bénigne, mais dont vous voyez que la situation est un peu centrale. Alors avec toutes ces informations mises ensemble, et grâce à l'informatique, les chirurgiens utilisent des outils de navigation qu'on pourrait comparer à un GPS pour avoir une comparaison très simple et très quotidienne. Et grâce à ces outils, on peut choisir le trajet qu'on va utiliser en évitant la région motrice, en accédant le plus directement possible à la lésion avec un champ qui permet au chirurgien de l'enlever et en évitant d'abîmer ces radiations optiques. Voilà un exemple du challenge que représente la prise en charge de ces tumeurs cérébrales. Elle est mal placée là. Hein. Oui. Mais vous voyez sur l'image de droite qu'après l'intervention, on peut obtenir une exérèse dans de bonnes conditions avec la trace d'un trajet qui reste finalement assez discrète. Alors vous allez me dire, vous avez déjà de bons outils, pourquoi faut-il aller plus loin? Eh bien, lorsqu'on ouvre le crâne, finalement, la structure cérébrale se déplace un peu, ne serait-ce que par l'entrée d'air, et puis la perte d'une petite quantité de liquide. Et vous voyez que les images préopératoires où j'ai figuré la surface du cerveau ici, eh bien, n'ont plus rien à voir avec l'imagerie péropératoire, où il y a un effondrement de la surface cérébrale qui, vous l'imaginez, déplace d'autant les repères anatomiques importants pour le chirurgien et donc les zones de danger. Nous perdons notre repérage pendant l'intervention, et puis, avec nos outils précédents, nous ne pouvions pas contrôler que nous avions enlevé la totalité de ce qu'il fallait enlever. Alors c'est ça qu'apporte l'IRM péropératoire. Elle va permettre de recaler notre système de navigation et puis vérifier immédiatement si on est parvenu à l'objectif qu'on s'était assigné. Voilà une petite animation qui vous montre le principe. Le patient est transporté jusqu'à l'imageur qui est adjacent au bloc opératoire et en atmosphère stérile sur un lit intermédiaire, sous anesthésie générale, nouvelle acquisition de données d'imagerie, et puis ensuite retour sur la table opératoire. L'ensemble des données qui sont acquises sont automatiquement mises en correspondance par le système informatique, et puis le chirurgien peut disposer d'une actualisation, comme vous le voyez ici, de l'imagerie pendant l'intervention et se rendre compte s'il a atteint ou pas l'objectif chirurgical qu'il recherchait. Quelques images de notre installation, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce que vous venez de voir, avec une salle d'imagerie qui est dans le prolongement du bloc opératoire. Voilà ici l'antenne supérieure de l'IRM, par-dessus les champs stériles et cette matrice qui permet de recaler la navigation. Et ici l'ensemble de l'équipe anesthésique et chirurgicale au travail pour préparer le transfert du patient sous anesthésie générale de quelques mètres. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. L'imagerie préopératoire avec une mauvaise affaire, volumineuse, prenant beaucoup le produit de contraste. Pour le chirurgien, c'est pas toujours facile de distinguer ce qui est malade de ce qui est sain. Vous voyez qu'avec une imagerie pendant l'intervention, eh bien on peut vérifier qu'on a enlevé une très grande partie de cette affaire. Vous voyez que les repères anatomiques se sont beaucoup déplacés grâce à la décompression, mais un petit reliquat de cette tumeur était resté en place. Il a pu être enlevé dans la même intervention, et voilà ici le résultat d'imagerie à 3 mois. Alors vous comprenez que pour le patient, les bénéfices sont considérables. On peut beaucoup réduire les séquelles potentielles d'un geste chirurgical, maintenir la précision dont nous avons besoin vers une cible opératoire, et puis ajuster en permanence les écueils qu'il faut éviter. On peut aussi vérifier qu'il ne reste pas de tissu tumoral et donc éviter une réintervention, ça c'est considérable comme bénéfice, mais vous savez aussi qu'en matière de tumeur cérébrale, les traitements complémentaires sont plus efficaces quand le reliquat de la lésion est le plus petit possible, et encore plus s'il n'y a plus de lésion. Ça a été signalé tout à l'heure, la première implantation sur le territoire national, et nous
Cette installation est opérationnelle depuis juin 2014. Nous avons opéré à peu près 200 patients jusqu'ici et ouvert de cette façon à la fois une augmentation de la qualité des soins et puis de nouveaux champs de recherche à la fois fondamentaux avec nos partenaires industriels et puis surtout cliniques. Ça n'aurait pas été possible sans une entente entre les différentes structures de l'institution, que ce soit avec des collègues médecins, en particulier le service de neuroradiologie de Jean-Pierre Pruvot, nos collègues anesthésistes pour lesquels ça représente un challenge de transporter un malade sous anesthésie générale, même de quelques mètres. M. Arnaud faisait allusion tout à l'heure à l'importance de cet investissement pour lequel nous avons reçu une aide de la région. Et puis, rien n'aurait pu être fait si toutes les équipes médicales, qu'elles soient médicales, paramédicales et soignantes, techniques, ne s'étaient pas investies dans ce projet pour qu'il puisse fonctionner. Je termine par quelques diapos sur l'activité de cet outil et puis son organisation. En regardant l'activité de mi-2014 à décembre 2015, vous voyez 113 tumeurs cérébrales, ça n'est pas inutile puisque dans 65 de ces 113 observations, l'IRM péropératoire a permis de compléter l'exérèse qu'on avait faite. Alors il ne s'agit pas de toutes les tumeurs cérébrales, mais de celles qui sont les plus difficiles à opérer pour nous. Certains patients ont même eu 2 contrôles intraopératoires. Pour les tumeurs de l'hypophyse, dans un espace très restreint, au contact de structures très nobles, vous voyez que ça a aussi une incidence sur la qualité de l'exérèse pour ces patients. Puis cet outil, nous l'avons optimisé pour qu'il puisse être utilisé aussi dans un bloc opératoire, mais en dehors d'une procédure opératoire. Et sur une année pleine en 2015, cet outil a réalisé 1206 examens d'IRM, que ce soit pour l'imagerie stéréotaxique, le gamma knife, puisque notre institution dispose aussi de cet outil, ou bien pour des contrôles post-opératoires. Alors, quitte à construire des murs, autant les construire intelligemment. J'ai beaucoup apprécié cette phrase tout à l'heure. C'est un petit peu ce qu'on a fait pour organiser le plateau technique des neurosciences à l'hôpital Roger Salengro. Avec M. Pruvot, nous habitions déjà au même étage. Nous partagions une complicité de longue date, la même équipe d'anesthésistes. Et puis, M. Arnaud y a fait allusion aussi, il se profilait des défis importants en prise en charge de patients en pathologie vasculaire et notamment sur la thrombectomie. Alors l'IRM péropératoire a été construite sur ici une terrasse qui est au même niveau. Voilà l'ancien bloc de neurochirurgie. Nous avons profité des travaux pour intégrer dans l'enceinte le service de neuroradiologie interventionnelle qui en était extérieur au départ, une salle de réveil commune, ça ce sont des vestiaires qui ont été déplacés. Et puis au même étage de cet hôpital, il y a aussi 36 lits de réanimation neurochirurgicale, très proche du plateau interventionnel, d'un scanner, du Doppler pour des explorations vasculaires. Et notre objectif est d'y ajouter, quand nous le pourrons, l'unité de soins intensifs neurovasculaires pour disposer au même étage d'un véritable plateau technique chaud dédié aux neurosciences. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Pruvot. Merci beaucoup à Jean-Paul Lejeune d'avoir fait cet exposé qui rapporte bien tout ce qu'on a fait depuis des années tous ensemble pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients qui ont des pathologies graves, difficiles, des tumeurs cérébrales. Et c'est vrai qu'on a choisi une des techniques interventionnelles de la neurochirurgie, guidée par l'image, et comment cette imagerie en coupe permet d'améliorer les choses. Et finalement, une décision vraiment importante, politique, médico-économique, très très sérieuse de finalement investir un équipement lourd qui d'habitude prend en charge 5 000 à 10 000 patients pour quelques patients qui vont en bénéficier. Et il faut insister aussi sur la volonté qu'on a eue de bien travailler ensemble pour mettre avant les interventions chirurgicales des repérages stéréotaxiques avant la radiothérapie par gamma knife et aussi après l'intervention de passer des patients graves, souvent hospitalisés en réanimation neurochirurgicale au même étage. Tu as bien rappelé cela sur le plan. Et c'est sûr que ces patients qui souvent n'avaient, je mets des guillemets, 15 scanners cérébrales, allaient difficilement au deuxième sous-sol en IRM, finalement bénéficient de cette IRM. Et vous voyez que ça fait quand même 1200 patients. On compte augmenter encore le nombre de patients en gardant quand même le principe d'IRM péropératoire, parce que elle est là pour ça, c'est sa priorité. Mais avec ces repérages qu'on fait avant l'intervention chirurgicale et avec ces prises en charge de patients en post-opératoire, de patients graves pour lesquels on comprend maintenant ce qui se passe, des traumas crâniens graves, on voit des ruptures axonales
qui nous permettent de mieux guider les thérapeutiques, par exemple. Alors ça, c'est le premier point, vraiment, je voulais souligner avec Jean-Paul Lejeune, et son exposé était très clair et démontre bien ça, mais on en avait bien parlé avec M. Morel, c'était de trouver une technique interventionnelle guidée par l'image. Il y en a plein d'autres, on va voir dans la deuxième table ronde comment les radiologues sont aidés par le scanner ou l'IRM dans des interventions qui sont d'autres techniques interventionnelles qui sont très importantes et sur lesquelles on reviendra juste après dans la deuxième table ronde. Je voudrais insister aussi sur une décision qu'on a prise d'engager un ingénieur au sein du plateau technique interventionnel. On parle toujours des nouveaux métiers, mais finalement on a du mal à faire en sorte d'associer à nos manipulateurs Bac+3, qui bossent très bien sur cet appareil, et à nos spécialistes, neurochirurgiens et neuroradiologues, principalement ici neuroanesthésistes, qui sont à Bac+14, avec la formation spécialisée. On n'a pas ce Bac+6, +7, qui est l'ingénieur de très bon niveau, qui va s'associer parfaitement à l'ensemble des acteurs, mais aussi, et il faut le souligner, aux constructeurs qui vont mettre des ingénieurs d'application qui ne devront pas revenir sans arrêt parce que cet ingénieur va évidemment faire progresser les outils. Et ce que j'ai bien aimé aussi, et je terminerai par là, avec l'équipe de Jean-Paul Lejeune, c'est la confiance qu'ils ont eue dans les neuroradiologues et la volonté de les avoir auprès d'eux. C'est-à-dire que assez rapidement, on entend dans certaines structures qu'il y a le neurochirurgien et le manipulateur, point. Là, il y a le neurochirurgien, le manipulateur, l'ingénieur, le radiologue, l'anesthésiste, et le neuroradiologue est toujours présent, c'est-à-dire pour toutes ces interventions, on est présent, on se déplace au bloc et on améliore les séquences avec les ingénieurs, avec les neurochirurgiens, les manips, et puis on améliore le diagnostic parce que justement, on apporte cette expertise, et donc ça c'est vraiment le remerciement que tu l'as fait à toute l'équipe de Neuroradio qui s'est bien mobilisée, malgré que ce ne soit pas dans la radio, que ce soit au bloc opératoire, il faut s'habiller, il faut quitter ses consoles et rentrer dans le bloc, mais c'est vraiment un plaisir partagé et puis surtout un bénéfice énorme pour les patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous vouliez faire un commentaire, Monsieur Sémin? Je crois que c'est le bon exemple en fait du développement technologique entre des pôles cliniques et des pôles médico-techniques. C'est vraiment l'objectif. Et puis je crois que Jean-Pierre Pruvot l'a bien dit aussi. Dans nos pôles médico-techniques, il y a une place pour les ingénieurs, et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est en train de naître un peu partout. Cette place, on en a besoin, quelle que soit la technique d'imagerie, toutes les services d'imagerie, les services de médecine nucléaire, les pôles d'exploration fonctionnelle bénéficient vraiment de ces ingénieurs. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de justifier ce type d'emploi qui sont des emplois qui ne sont pas initialement prévus dans les hôpitaux. Et ça, c'est un de nos enjeux communs. Monsieur Arnaud, peut-être, ou quelqu'un pourrait répondre, ou Madame Fortin? Je vous donne le micro. Oui, donc ça a été un plaisir de vous écouter, d'autant qu'effectivement on se trouve exactement, je dirais, dans la même problématique. Le fait est qu'on a de notre côté une expérience effectivement de l'utilisation de l'image pour des couplages de chirurgie assistée par robotique, et notamment en neurochirurgie, et où cette intégration effectivement donne des résultats qui sont spectaculaires, et clairement, la volonté de coupler dorénavant l'innovation avec un partage de communication avec les ressources humaines sur quels métiers seront adaptés justement à ces prises en charge pour accompagner cette innovation. D'autant plus qu'elle prend parfois l'allure de partenariat effectivement avec des industriels qui ont développé par exemple un équipement et qui finalement vont pouvoir trouver le théâtre pour pouvoir l'optimiser avec l'œil critique, je dirais, du clinicien. Entre effectivement chez nous aussi, je dirais, les premiers étudiants de Master 2 de robotique, pratiquement dans le sillage de la neurochirurgie à Amiens, en partenariat avec l'université Jules Verne par exemple. Voilà, toutes ces nouvelles alliances finalement sont en train de barboter tranquillement pour donner finalement notre futur. Cette salle d'opération, quel est le nom que l'on peut lui donner? C'est pas une salle hybride, c'est au-delà de ça. Si. On parle, c'est ce terme hybride, alors, qui est parfois un peu galvaudé, mais c'est vrai que là on a réussi
à associer à une salle d'opération neurochirurgicale de très haut niveau, avec un équipement que Jean-Paul Lejeune a rappelé, une salle d'IRM très proche, quoi. Donc on a la possibilité pour le patient, dans un environnement très, très aseptique, d'être opéré, et avant et après, on va pouvoir faire rentrer des patients et puis avoir un bio-nettoyage de qualité avant les interventions. Oui. Le gros problème, c'est la stérilisation. Exactement. D'accord. Et ça, c'est adapté évidemment à des opérations aussi importantes que les opérations que vous faites de neurochirurgie, mais est-ce que c'est adapté également à d'autres gestes chirurgicaux? Oui, actuellement, il y a énormément de chirurgiens qui sont intéressés par le scanner ou l'IRM pour améliorer leurs interventions. Par exemple, on voit mieux. On avait une autre possibilité, c'est la radiologie interventionnelle et la chirurgie vasculaire, qui associe une salle vasculaire à une salle d'intervention chirurgicale. Et vous en avez une à Lille, ça aussi? On en a une à Lille. D'accord. Et pourquoi ça, c'est la première en 2014? Il y en aura d'autres? Il y en a eu d'autres dans d'autres villes? Il y en a une autre qui a été rapidement mise en place aux urgences, parce qu'on a bien vu que, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas déplacer des patients graves, et donc on a dû investir immédiatement pour en mettre une deuxième aux urgences. Puis il y a de nombreux collègues libéraux en clinique et des collègues dans les centres hospitaliers de la région, dont on a rappelé le volume, qui ont déjà pris qui ont la volonté, qui ont pris l'engagement d'installer ce type de matériel. Et on insiste aussi beaucoup sur ces techniques interventionnelles guidées par l'image, mais la radiologie interventionnelle, Monsieur Arnaud, juste après, vous allez je peux vous dire qu'elle nous donne aussi un besoin d'accès au scanner. On a dit qu'on était mieux équipés dans la région, mais si on veut commencer à faire de la radiologie interventionnelle sur scanner, ça prend énormément de temps. Et on a besoin de dédier tout ou partie d'un scanner à de la radiologie interventionnelle. Et ça, tous les radiologues sont d'accord là-dessus. C'est un des points faibles que l'on a aujourd'hui. Vous voulez un commentaire? Dans la radiologie interventionnelle et ce que vous appeliez les salles hybrides, elles sont en train de se multiplier. Par contre, il y a un opératoire, tel que vient de le montrer le professeur Lejeune, reste encore, à ma connaissance, unique en France, et il doit y en avoir 2 ou 3 en Europe. Je pense que c'est une telle performance technique que c'est effectivement encore assez rare. Oui, monsieur Arnaud, vous avez raison, c'est la seule réalisation sur le territoire national, même si je sais que certains collègues y réfléchissent très activement, oui. En leur présentant, j'ai vu que leurs yeux s'allumaient, oui. Et sur le plan européen, quelques-uns de nos voisins européens sont déjà pas mal équipés. Je pense qu'on fait la somme de tous les pays européens. Merci, on vous applaudit.